bonsoir, ça dépendra toujours quand vous nous regarderez. Bienvenue dans le premier épisode du podcast du magazine Taureau. Vous connaissez le magazine, vous l'avez déjà eu dans les mains, il fallait que nous évoluions un petit peu et du coup, on a eu une bonne idée de faire un podcast, c'est très à la mode. Et puis on voulait donner la parole aux raseteurs, aux managers, aux organisateurs, à nos partenaires, à des politiques. Vous verrez, ça va être assez éclectique comme programme. Il y aura beaucoup d'invités avec beaucoup de passion. Et on parlera beaucoup bien sûr de taureau, bien entendu. Avant toute chose, il faut que vous vous abonniez. Page YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. On va être de partout. Donc ne manquez pas la cloche, abonnez, commentez. C'est très important pour nous et l'algorithme. Premier épisode, et forcément, il fallait je sais que ça va y plaire à l'introduction, le numéro 1. On a réfléchi à qui on pouvait inviter en premier, et notre premier invité est Joachim Cadena. Joachim Cadena. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont tomber dessus et qui vont se demander qui est ce beau jeune homme. Bonjour, je suis Joachim Cadena, je suis raseteur. J'ai 30 ans et bon, je pense qu'à travers ce podcast, on va essayer d'éclairer ma personnalité. C'est exactement le but de ça. Joachim, merci beaucoup d'être le premier invité. C'est toujours très important quand on lance quelque chose d'avoir un invité marquant et ton nom est venu assez rapidement dans la discussion. Tout d'abord, comment ça va? La saison a attaqué. Ça va. Et tu es en forme? Ouais, ça va très bien. La saison a attaqué fort avec la Royale de la Manade Rouquette, avec le fameux Corail et le Bio d'Orange titre bohémien. Ça a été vachement intense parce que j'ai fait un retour en fait où j'ai passé l'hiver en Amérique du Sud pour me préparer à une autre tauromachie que tout le monde sait, la tauromachie espagnole. Et en rentrant, bon, là-bas je me suis beaucoup préparé, mais j'avais pas sauté les planches. Et c'est vrai qu'après cette première course avec des taureaux si importants, j'ai senti pendant 2 bonnes semaines, j'avais des courbatures importantes et où ça m'a remis très rapidement dans le bain, quoi. Et ensuite, ben, j'ai pu enchaîner avec des courses tout aussi importantes, avec des degrés de taureau quand même différents, parce que Corail, ça a été ce jour-là, en tout cas, à Mogio, le taureau, je pense qu'il a atteint une forme irréelle. Et j'avais rarement rencontré un taureau qui m'a posé en tout cas autant de problèmes, si ce n'est que Mignon et de Cuillé et Pourpier de Sommade et une fois aussi Jupiter de Laurent. Mais le taureau, il a été vraiment stratosphérique. Je te vole ton mot. Mais ça m'a fait du bien à mon afition, à ma passion et du coup, ça m'a donné beaucoup d'illusions pour continuer la saison. Bon, Joachim a déjà spoilé tout l'épisode. Voilà. Donc, on voulait parler de taureau un peu plus tard, mais ça a déjà attaqué. Avant de rentrer en détail justement sur ton début de saison et sur ce qui, pour ceux qui découvriraient Joachim, alors, avant toute chose, dans la vie, c'est Joachim Cadena. Dans les arènes, c'est Joachim Cadenas. Comme ça, au moins, vous commencez pas à commenter, à dire là, il appelle Cadena ou c'est pas important. Pour ceux qui te connaissent pas du tout, on sait que tu étais de Mastibert, que tu as découvert les taureaux comme cela. Un petit résumé de ça très vite, les écoles taurines, la ligue, comment toi tu l'as perçu tout ça en étant jeune et ensuite après la carrière qu'on te connaît. Ben, j'ai pas découvert les taureaux à Mastibert. Je vais tout te dire, ça a été, je pense, ça a été en moi les taureaux. Ça a été en moi dans le sens où petit, ça faisait partie de mes premiers mots. Et je pense que j'avais pas la notion de la réalité gosse, mais c'est vrai que le taureau c'était un animal qui m'obsédait. Je le rêvais, j'en parlais toute la journée. Et de partout où pouvait avoir un taureau, ça faisait partie de mes jouets enfants. Et après, ben, en grandissant, ça a continué, ce culte que j'avais pour le taureau des jeunes. Et aujourd'hui, ben, j'ai réalisé, je pense, un rêve et une vocation que j'avais jeune.
Et du coup, j'en suis très fier. Dans ton tout premier rasé, est-ce que tu as des souvenirs de ça, ton tout premier rasé, la fois où tu as touché pour la première fois de ta vie la tête d'un taureau, Ouais, et, la révélation. ouais. C'était Je te c'était racontais, évidence plus plus. c'est une histoire, ouais, tu vas pas me croire si je te la raconte comme ça, mais j'étais en CP et il y avait la fête enfin, à Mastibert, il y avait les écolos à l'époque qui avaient récupéré le Marais du Viguera. Et je sais pas si tu connais Ouais. le Marais du Viguera, ça faisait partie du conservatoire. Et en fait, il y avait la fête à Mastibert qui se refaisait. Et moi, j'étais comme un dingue, quoi. J'étais en CP, c'était le samedi. À l'époque, on avait l'école le matin, on finissait à midi pile. Et à midi pile, il y avait la course de vache qui attaquait. Et à la course de vache, il y avait un veau. Et mes parents, c'était ma mère qui venait me chercher à l'époque. Et ma mère, elle était à la bourre. Et j'ai eu la bonne idée de partir en courant de l'école Erreur de primaire de retard. Ouais, Massibert du coup, jusqu'au Marais du Viguera. Donc ma mère, ben, elle a réussi à me récupérer sur la route avec une petite volée. Et, et bon, ça m'a pas empêché ben, de rentrer dans l'arène et de faire mes premiers rasés comme si j'avais eu, enfin, comme si j'avais toujours rasoté toute ma vie. J'avais eu la facilité de rentrer dans l'arène. J'avais pas eu d'appréhension quoi ce jour-là. Et ben après, ça après s'est ta vie a fait tourné. Ta naturellement. vie a tourné autour de ça de toute façon. Ouais, Puisque pour ceux Joachim a maintenant 30 ans, donc on se connaît depuis un moment, mais du moment où vous organisez une course d'amboulé ou qu'il y avait un taureau quelque part, tu trouvais le moyen de venir avec permis, pas permis, ou je sais pas comment tu te débrouillais, mais tu étais tout le temps là. C'était quoi Comment tu faisais justement pour te déplacer comme ça? C'était quoi le truc? Il fallait trouver toujours quelqu'un pour te mener, il fallait toujours le stop, enfin, je sais pas le bon, cheminement de ça. bon, trouver toujours une solution, hein. Après, je pense qu'on a la chance dans la région quand même d'avoir beaucoup de passionnés. Et c'est vrai que ben, moi, en année à l'avenir, j'avais 17 ans. Et ben, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis aficionados qui me suivaient ou qui suivaient les courses en général. Et ben, il y avait toujours un bon ami pour me prendre, me mener aux courses. Ou sinon, ben, on faisait du stop, hein, on se débrouillait de n'importe quelle façon, mais il fallait y arriver, quoi. Tu as fait le cursus typiquement arlésien, pour ceux qui connaissent. Tu as été à la manade Laurent, Jacques Baume et Jeanne, le trio là, entre. Ouais. C'était des courses comment ça, on y apprend beaucoup dans ce genre de courses. Ouais, Dans ton apprentissage de raseteur, ça t'a aidé. ouais, ben, ce qui m'a aidé surtout, bon, c'est de rasoter, mais à la fois c'était d'entretenir une relation avec chaque éleveur parce que vraiment chaque éleveur a ses particularités et j'en apprenais autant en vivant avec l'éleveur, en posant des questions, en me cultivant en gros sur l'élevage dans lequel j'étais que de même rasoter. Parce que chaque éleveur va te parler de son taureau, de sa vache d'une certaine manière et ça t'apporte même des fois 60% de ce qui va se passer dans l'arène. Mais je pense que ça a été un tout. J'ai rencontré des très belles personnes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont servi aussi aujourd'hui à être le raseteur que je suis. Et, et j'en suis vraiment, vraiment heureux, quoi. C'est des super moments et j'ai la chance encore de vivre encore avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées tout jeunes, éleveurs, tout ça. Et voilà. Tu as fait une seule saison à l'avenir. Ouais. Non, La, deux. deux saisons. La première, La première, c'était en 2014 et la seconde en oui, 2015. 2015, qui se termine par où tu avais été invité pour la finale des As, c'est ça? C'est ça. Ben après, en 2015, c'était surtout enfin, un premier pied au Trophée des As. Ou parce qu'il y avait entre deux, hein, Ouais, je faisais une co à l'avenir, une co aux As, mais j'étais souvent aux As. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu la chance d'être invité à la finale à Arles, où je suis arrivé blessé parce que je m'étais fait accrocher par un taureau de Agu, un taureau qui avait qu'une corne. J'avais fait un rasé où j'étais parti du côté gauche et j'étais arrivé du côté droit et le taureau m'avait coincé la jambe. J'avais un énorme hématome sur le tibia. Ça m'avait coûté pas mal de problèmes. J'avais eu des périostites pendant un moment où j'avais en fait
la jambe bien handicapée. Et ça ne m'empêchait pas de courir. Et comme j'avais la volonté à chaque fois d'aller aux arènes, mais c'est vrai que c'était dur de trouver du plaisir parce que quand t'es empêché par ton physique, c'est dur d'être libre dans l'arène et prendre du plaisir. 2015, c'est déjà loin, hein, on avance. Hein. Ça a été une saison, enfin, pour moi, à titre personnel, je pense, qui t'a forgé parce que tu as fait Palme d'Or, Cocarde d'Or. Tu perds la palme de pas beaucoup. La Cocarde d'Or, ça a été l'une des plus grandes cocardes d'or de l'histoire parce qu'elle a été, c'est la fois avec le duel avec Youssef Zekraoui, où vous êtes tellement raseté qu'on a été surpris de tout ça, plus la finale des As en étant blessé. Est-ce que ça forge quand même un caractère, ce genre de saison? Parce que ça devait pas être évident. Toi, tu étais tout jeune, passionné, et puis on gagne pas forcément tout, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'investissement. Tu l'as vécu comment cette saison-là, toi? J'ai vécu très bien. C'était une époque où je me préparais pas comme je peux me préparer physiquement aujourd'hui. Mais ça a été une année un peu, une année qui m'a transvasé dans le bain du Trophée des As et surtout dans l'état d'esprit. C'est une année où j'ai perdu beaucoup de trophées. Mais pour moi, ça a été comme une illumination, quoi. C'est de perdre ces trophées. Et ça m'a appris un tas de choses. Je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ça. Je me souviens, ma première cocarde d'or, du coup, quand je la perds, déjà la première, elle a été annulée par la pluie. Je me souviens, à l'époque, je m'étais levé déjà à 4 heures du matin, j'arrivais plus à dormir, et parce que j'avais hâte d'être aux arènes. Et ça a été la première fois qu'on annule une cocarde d'or depuis les bombardements de la guerre mondiale. Et bon, pour moi, c'était un drame. Et après, la seconde année, pour moi, ça a été un rêve qui devenait réalité. C'était un moment très, très, très important dans ma vie et que j'oublierai jamais. Ça a été une forte bataille avec Youssef Zekraoui, qui a été un grand rasoteur ce jour-là et qui a montré un talent qu'on revoit aujourd'hui et qu'on a la chance de suivre dans les arènes. Et pour moi, ça a été aussi quelque chose qui m'a éclairé à l'intérieur. J'ai eu du mal à l'accepter, cette défaite, mais je l'ai accepté. Mais je me souviens, pendant un mois, j'étais très triste et j'essayais de me refaire tant bien que mal le film de pourquoi. Et par la suite, je perds un second trophée où j'ai la chance de me classer alors que j'étais encore qu'à l'avenir à la Palme d'Or. Je perds devant Amin Chekad, et pareil, qui était un rasoteur qui était dans un grand moment à ce moment-là. Et je perds contre lui. Il y avait des rasoteurs à ce moment-là très chevronnés. Je me souviens, à la première journée, il y avait Mehdi Belgourari, qui était le rasoteur du moment, et qui se déboîte l'épaule à la première journée, qui était en tête. On était un peu égalité. Et bon, je perds à la finale à 1 point d'Amine. Mais ça a été pareil, ça a été une défaite qui m'a rendu très triste, mais à la fois qui m'a donné beaucoup de bonheur dans la suite, qui m'a fait découvrir un tas de choses sur la piste, sur la façon de prendre et comment engendrer ces grands rendez-vous et comment appréhender des rendez-vous aussi importants. Et je pense que c'est ce qui a fait le raseteur que j'ai pu être et les trophées que j'ai pu remporter par la suite. Parce que la défaite, elle forge en fait. La victoire, c'est jamais facile de gagner, bien au contraire. Mais dans la défaite, on voit ce qui a peut-être pas marché, ce que tu n'avais pas assez mis. Donc du coup, ça a permis ensuite, en gros, tu t'es dit, bon, ça, je veux plus. Perdre des trucs comme ça, là, ou être dans cette situation-là, tu l'as refusé un petit peu en forçant après Ouais, ce que tu as mis autour. c'est ça. Et surtout, ça m'a fait me rendre compte que mon pire ennemi, en tout cas, mon pire ennemi, c'était moi-même. Et je me souviens, par exemple, pour la cocarde d'or, Zekraoui, qui avait été super, qui avait raseté des taureaux à merveille. Et moi, je me souviens avoir pas été assez bon et avoir eu. C'est comme en Ligue des Champions au football, on a une action,
faut la il mettre. faut la mettre. En Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Et là, c'était pareil. La cocarde d'or, tu as un rasé. Et il faut que techniquement, ça soit parfait. Et, et voilà. Et par la suite, c'est des moments que j'ai travaillé beaucoup. Ma seconde cocarde d'or, c'était en 2017 que je gagne. Et je me souviens, je lève un gland à la fin de la course sur Colvert de Chauvet. Et c'était un taureau très difficile pour moi à raseter. Il était pour moi pas plus facile, mais il avait moins de difficultés. Il poussait plus du côté gauche. Et du coup, ça permettait d'être plus facilement entre les cornes. Et nous, c'est vrai qu'il jouait facilement des cornes à droite. Et moi, c'était un taureau qui m'embêtait beaucoup. Et je me souviens, j'appréhendais un rasé dans l'angle aux arènes d'Arles. Et je me souviens, quand je fais le rasé, je l'ai répété pendant des heures aux arènes à Fourques. Et ça a été un flash, quoi. Quand le taureau est sorti, il se met dans l'arène. Et je me souviens, c'était des heures en plein soleil. Tu avais déjà la situation, quand ça s'est passé, tu avais la situation. C'est ça. Et je me souviens, le rasé, ça a fait un tilt. Et quand je réussis à le faire, je saute et je lève le bras et je lève le bras comme si j'avais déjà gagné la cocarde d'or. Mais je savais que ce rasé, il m'avait fait gagner la cocarde d'or. Mais j'étais fier de moi. Pour moi, c'est un accomplissement parce que c'était un rasé qui me cauchemardait. Et d'arriver à le faire, c'était pour moi une victoire pour moi-même. On reviendra bien sûr sur passage cocarde d'or. Il y a beaucoup de choses, des questions en suspens. On va avoir plein de réponses. Comment tu trouves l'évolution en général, on ne rentre pas dans des grands détails, mais entre le début de raseteur que tu étais et le raseteur que tu es maintenant? Moi, je sais que tu as amélioré énormément de choses dans ton parcours, mais ta vision de la course camarguaise, comment elle a évolué? Ouf, alors, pour tout te dire, elle a vraiment évolué. Euh, pour tout te dire, la course camarguaise a évolué aujourd'hui. Mais en tout cas, mon évolution aujourd'hui est conséquente. J'ai eu un tas de choses qui ont fait que j'ai eu cette évolution. Ma rencontre avec la tauromachie espagnole, au niveau un peu plus, enfin, au niveau professionnel, enfin, un tas de choses, un tas de rencontres, et aussi une évolution personnelle. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu lis beaucoup, tu te renseignes beaucoup, tu es très curieux. On en a déjà beaucoup parlé ensemble sur le fait de la tauromachie espagnole, des acteurs vraiment qui ont pu écrire. Comment ça t'a inspiré ça dans ta vie de raseteur? Euh, je pense que l'histoire, elle est importante dans la vie de tous les jours déjà pour pouvoir grandir. Mais moi, c'est vrai que dans ma vie de raseteur, elle a été importante. Mais pour te raconter une petite anecdote, quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait beaucoup du cordobès. Du cordobès, pourquoi? Parce que en fait, elle vivait dans le village de Getafe, en Espagne, et petite, le cordobès s'était arrêté pendant, je crois, 1 ou 2 ans. C'était une époque où il avait du mal à joindre les deux bouts, il n'était pas encore torero et mes grands-parents avaient quelques poules et le cordobès s'était arrêté avec un copain à lui pour essayer de voler un jour 4 poules et ma grand-mère lui avait dit écoute, si tu as besoin de manger, tout ça, on t'aidera. Il vivait dans le village à ce moment-là et c'est vrai que Getafe, c'est un genre de quartier. Mais bon, tout se sait, c'est un peu les bruits du village, quoi. Et cordobès, du coup, ma grand-mère, tous les soirs, pendant 1 an, elle glissait un plateau au cordobès avec des tupperwares, des trucs à manger. Et pendant 1 an, du coup, sans savoir que ça allait être Manuel Benitez et le cordobès, la légende que ça avait pu être, du coup, elle avait aidé, je pense, en lui donnant un peu d'amour à sa façon à se nourrir. Et le cordobès, c'est vrai que des années plus tard, ma grand-mère avec mon grand-père ont été du coup le voir dans des arènes. Et ce mec, bon, ça a été un génie déjà pour
je pense qu'il était vachement apprécié pour son humanisme. Et bon, ma grand-mère après on a eu son histoire, elle est partie habiter en France. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Bon, en sachant que le cordobès a été le cordobès, c'était pas quelqu'un aussi qui cherchait les lauriers, quoi. C'était les vieux qui vivaient sans paillettes. Et le cordobès a reconnu ma grand-mère dans les gradins, a été la voir pendant la corrida, l'a invité à l'hôtel avec mon grand-père le soir et a passé une soirée. Il les a invités au restaurant et bon, pour ma grand-mère c'était énorme et bon, je pense que ce mec à ce moment-là dans sa vie, il avait un tas de choses à faire et bon, il a donné du temps et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué en tout cas plus jeune et après plus tard ma grand-mère aussi du coup m'a laissé moi petit, on regardait les chaînes espagnoles et j'ai dû manger le film du Cordobès un millier de fois et après ben, plus tard j'ai pu le lire. Ça a été très inspirant pour moi parce que c'est des leçons de vie. Enfin, on se rend pas compte parce que c'est vrai qu'on a la chance de raseteur de se mettre facilement devant les taureaux, de pouvoir faire des entraînements facilement et des gars comme lui, c'était un combat pour pouvoir s'exprimer devant un taureau, pour pouvoir vivre au taureau et aussi arriver c'est aussi une opportunité de pouvoir réussir sa vie aussi. Et du coup, ça te fait, de relire et de te réinspirer de tout ça, ça te met les pieds sur terre. Et je pense que moi, en tout cas, personnellement, c'est un homme qui m'a donné beaucoup d'illusions et beaucoup de choses à l'intérieur de moi. C'est des histoires qui sont inspirantes parce que et les taureaux, c'est dur. Enfin, tu le dis souvent. Moi, je l'explique à qui veut l'entendre, mais les taureaux, c'est dur. Les taureaux, ça fait mal. Il y a toujours une histoire avec l'homme et le taureau. Toi, tu en as coûté un peu parce que tu as été blessé aussi. Tu as eu la chance de rencontrer de grands taureaux. C'est vers là que je veux te mener. Tu as toujours eu un rasé très sincère dès tes débuts. Il y a d'ailleurs une photo qui, pour moi, l'une des plus belles photos qu'on ait en course camarguaise, c'est celle avec Garland à Château-Renard. Il n'y a pas que celle-là, mais tu as raseté tous les gros taureaux de ta génération. Et on aimerait avoir un peu justement ton ressenti sur ces taureaux-là, la façon de les appréhender, de comment tu les ressentais avant, pendant et même après. Mais Garland, pour tout te dire, c'était le taureau, en tout cas, quand j'étais à l'école taurine, qu'il fallait raseter. C'est vrai qu'il a posé beaucoup de problèmes au raseteur, parce que c'était pas un taureau facile, on aurait dit un taureau un peu humain, quoi. Et c'est vrai que ma première rencontre avec lui, ben, c'était pas à Château-Renard, c'était à Arles. Et je l'appréhendais pas. C'était un rêve pour moi de pouvoir rentrer dans l'arène avec ce taureau. C'est un taureau qui m'a mis rapidement à la page avec des taureaux où on sentait une réelle maturité. C'était différent avec des taureaux très jeunes, un peu fougueux dans leur tête. Ça s'explique pas, mais en tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Et se raser à Château-Renard, ben, c'est vrai que c'était la fin de saison. J'avais fait une saison intéressante. En plus, à ce moment-là, c'était pour moi des courses très importantes parce que je visais une reconversion. Pour moi, je me préparais pour ma future année aux As. Le trophée de l'avenir, c'était pas quelque chose qui t'intéressait beaucoup. ouais, voilà, qui me donnait de l'illusion. Et c'est vrai que quand je viens ce jour-là, j'ai vraiment l'intention de raseter. C'est le meilleur taureau du moment dans une grosse arène, parce que c'est la finale des maraîchers, donc c'est un gros trophée, c'est important. C'est ça. Et bon, j'étais pas classé au trophée, mais moi j'étais avec tous les meilleurs raseteurs du moment et les meilleurs taureaux du moment, les arènes étaient pleines. Et bon, déjà il sort Scipion qui fait un quart d'heure extraordinaire ce jour-là et avec qui j'arrive à me marier et qui m'arrache aussi le pantalon sur un rasé pas évident à l'angle du tauril. Et ensuite ben Garland qui s'arrête, où j'arrive à y faire déjà deux rasés où tout se passe bien. Et un troisième rasé où
où le taureau, se met dans sur l'angle à château renard devant le tauril, un angle qui pèse pour les rasoteurs. C'est pas un angle évident parce qu'on n'a pas de sortie. Avec le taureau, il y a le vide de l'arène et ça donne beaucoup d'avantages au taureau. Et bon, le taureau s'arrête là, me regarde et je le vois clair, le rasé. Donc je place mon tourneur, quand même très concentré, et je place le taureau, je le vois placé, et le taureau, on dirait qu'il reprend un regain de souffle sur une anticipation vraiment importante. Je le vois clair, le taureau dans le rasé, et je prends confiance et je le sous-estime. Et du coup, j'arrive à le gagner dans son anticipation, et j'arrive à la rencontre à la tête, et je sais pas pourquoi, je me dis, c'est le moment, il y a le rasé qui s'y prête, je vais m'appuyer dessus et je vais essayer de le garder un moment et de mettre un grand coup de crochet. Et au moment où je m'appuie dessus, en fait, je sens son cou être vachement flexible, et le taureau, déjà, il était vraiment engagé dans la rasée, et en fait, j'ai l'impression qu'il rentre son cou vers lui, et à une vitesse folle, il me jette un coup de tête, et le taureau, il m'arrache tout le pantalon et le t-shirt. Et je me souviens, j'étais petit et je regardais des vidéos avec. En fait, j'avais mon oncle qui habitait en face de chez Guillaume Linsolas, et c'était, le taureau marchait déjà, et j'allais beaucoup raseter, du coup, chez eux, les vaches en boulet pour les groupes de touristes. Et je me souviens, Guillaume qui me dit, tu vois, Garland, il attrape tous les raseteurs parce que au moment où il fait cette anticipation, il faut pas y mettre la main dessus. Et je sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui reste dans ma tête. Et bon, le rasé se passe très vite, hein. Là, j'ai l'impression que je vous raconte un roman, mais ça se passe très vite. Et quand je mets ma main sur la tête, je m'appuie dessus, je sens que le taureau me laisse du vide. Et en fait, quand il me laisse du vide, je sais que c'est Garland. Donc, je lève mes bras, et en levant mes bras, il m'arrache tout. Et en m'arrachant tout, je reste pas dans le taureau, j'essaie de m'en sortir, et en fait, j'ai aussi beaucoup de chance, et le taureau me passe dans le dos, et le temps qu'il me repasse dans le dos, il essaie de me rattraper d'un autre coup de tête, mais j'arrive à me dégager et à partir. Et en fait, du coup, le truc de Guillaume Linsolas, c'était généralement, les raseteurs, quand ils se font, du coup, quand Garland met en place son anticipation, généralement, les raseteurs veulent s'imposer sur lui-même, et je pense que faut essayer de rester à sa place, et de s'en sortir avec beaucoup plus de réflexion qu'au final d'entrain pour s'en sortir. Voilà. C'est un taureau qui était comme ça, on en a parlé tout à l'heure, mais qui aime pas être sous-estimé, en fait, parce qu'il avait l'impression des fois d'être un peu plus vulnérable, comme beaucoup de taureaux. Mais dès qu'on avait l'intention un peu de le sous-estimer, il remettait tout le monde à l'heure à chaque fois. C'est ça. Après, je l'ai retrouvé pour ses adieux au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et pareil, le taureau, il sort en forme. Lucas Fort. Il sort avec Lucas. Lucas qui vraiment, c'est un miracle, hein. Je me souviens, il y a les photos encore, où il a la corne dans le cou. Et le taureau lui fait pareil que moi. Et Lucas, c'était un moment dans sa carrière où il arrivait de l'avenir, il n'avait pas trop de date aux as. C'est vrai que le taureau pouvait tout te prendre, mais pouvait tout te donner à la fois. Et Lucas, il part sur le rasé, et il attrape. Et je me souviens, Lucas, il essaie vraiment de gagner le taureau dans son anticipation. Et moi, ce taureau, il m'a apporté beaucoup, parce que derrière, après ce taureau, j'ai réussi à raseter pas mal de taureaux qui avaient avec des grosses anticipations. Le taureau se place au même endroit, le taureau a pris confiance, et c'était un taureau très intelligent. Et j'ai dit, je vais y faire. Donc c'est vrai qu'après l'action de Lucas, ça pesait pour tout le monde, et bon, je me place. Et quand je me place, je me dis que je vais pas le charger comme Lucas, mais je vais essayer de faire une ligne droite. Mais en faisant la ligne droite, d'essayer d'avoir le poitrail posé sur le taureau, et en essayant de faire une ligne où le taureau n'arrive pas à me gagner des centimètres, j'ai réussi à gagner le taureau, à gagner son coup de tête, à gagner son anticipation. Et bon, ça a été le dernier rasé, enfin les derniers rasés en tout cas de sa carrière. Mais
Mais en tout cas, ce taureau, il m'aura laissé beaucoup parce que par la suite, j'ai pu affronter d'autres taureaux aussi importants avec leur personnalité. Mais c'est un taureau qui m'a laissé beaucoup, en tout cas à moi. Un avec qui tu t'es marié assez facilement, c'est avec Mignon. Et je crois que dans ma tête, je dois avoir un millier d'images où je te vois partir avec Mignon et traverser à Beaucaire. Normalement, il y avait eu un rasé. Tu nous en parleras mieux. La façon dont tu avais raseté de Mignon, tu es un peu le seul à le raseter de cette façon-là. Comment tu l'appréhendais, toi, Mignon? Mignon, comment je l'appréhendais? Comme les autres taureaux, déjà, j'avais cette obligation de moyens. Quand je venais aux arènes, pour moi, c'était important de tout donner. J'étais obsédé parce que par les courses, parce que c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans une bulle, quoi. Quand j'arrivais aux courses, j'avais l'impression de me sentir chez moi avec les taureaux et j'appréhendais pas le raser, honnêtement, avec Mignon. Mais je pense pour chaque raseteur, ce qui en tout cas passionne vraiment, c'est d'arriver à ressentir la charge et arriver se noyer dans un taureau, quoi. Arriver à vraiment à ressentir et se dire, putain, on fait qu'un, quoi. Et avec Mignon, c'est un taureau qui m'a appris à faire qu'un avec d'autres taureaux après par la suite. C'était un taureau qui était, en réalité, ça a été un grand taureau, qui a eu 3 biots d'or. Mais en connaissant le taureau hors de l'arène, c'était un taureau handicapé, un taureau qui a eu des problèmes en tout cas, parce que c'était un taureau plus jeune, très fantasque, et qui a eu des problèmes un peu à son boulet. Et par son histoire, par ce qu'il a pu rencontrer et avoir dans sa vie, le taureau a eu une façon de combattre qui était différente de tous les autres taureaux. Et le taureau, c'est un taureau où pendant un an, même si j'ai fait des grands rasés, le taureau me dominait. C'est-à-dire que je le dominais sur ma volonté, mais j'arrivais pas réellement à le raseter. Et d'être obsédé à l'intérieur comme à l'extérieur, et en découvrant plein de détails, ça m'a permis à découvrir la solution. Et en découvrant la solution, j'ai pu, c'est vrai, distiller des rasés en tout cas qui m'ont transcendé. Et ben, ça a été un bonheur de raser ce taureau. Parce que techniquement, en plus, c'était dans une période où peut-être certains raseteurs ne faisaient pas ce genre de choses-là. C'est-à-dire que toi, tu avais tendance à aller vraiment dans Mignon. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer mieux aux gens, mais d'aller plus vers lui et de sortir avec dans la piste. Alors, ça paraît assez facile à dire d'aller vers lui, de sortir et de courir avec. Mais c'est imposant quand même physiquement et même psychologiquement, non? Enfin, toi, Ouais, tu c'est vas vrai. bien nous l'expliquer, mais Ben, c'est vrai. Moi, petit, je regardais beaucoup toutes les tauromachie. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très aficionados, qui allaient au corrida. Mon père travaillait aux arènes pour Luc Jalabert. Il était placier et j'avais la chance d'aller voir les corridas avec lui. Et petit, j'avais 2 idoles à cheval. C'était Pablo Hermoso de Mendoza et Marie Sarah. Et Marie Sarah qui était de Mastibert à l'époque. Et j'avais toujours, on partait avec des copains, promener, on regardait ces taureaux à travers les barrages. Et du coup, c'était une icône pour nous au village. Et pour moi, c'était un symbole, quoi. Et c'est vrai que quand je rasetais, j'avais toujours dans ma tête un peu la tauromachie de région. Et ben, aujourd'hui, qui m'a fait développer une tauromachie dans mon rasé. C'est-à-dire que la course camarguaise, pour moi, c'est un jeu de charge. Et un rasé se passe en 3 temps. Il y a le départ, l'embroque en espagnol, on appelle ça. Et c'est la provocation, en tout cas avec le taureau, pour que le taureau nous charge. Et ensuite, il y a un second temps où on essaie de templer la charge du taureau, c'est-à-dire de le mettre à son rythme. Et après, la troisième, on le part, où on essaie de se dégager. Et ces 3 différentes tauromachie, qu'elles soient à pied, à cheval ou même à pied, on n'est pas plus fort qu'un taureau. On a, je pense, je pense, beaucoup plus astucieux parce qu'on a une connaissance, enfin, je pense, les humains différents de cet instinct animal. Mais à la fois, on a quand même aussi cet instinct animal. Et je pense que dans la tauromachie, ben, quand on arrive à dégager ça, on arrive à créer des moments fascinants. Et moi, en tout cas, personnellement, qui m'ont fasciné et qui me donnent encore envie
d'être dans l'arène, de partager ces moments avec les taureaux et en tout cas, c'est rasé, je vous le cache pas, hein, c'est aussi la tauromachie espagnole qui me l'a donné en toutes ses manières, qu'elle soit à cheval, à pied ou dans les livres. Et puis pas que. En course camarguaise, on a eu la chance d'avoir des hommes comme André Soler, comme Sabri Alouani, comme Christian Chaumel, comme un tas de rasoteurs que je pourrais citer et qui ont pu distiller ce genre de choses, quoi, ce genre de choses très taurines à leur manière, parce que chacun a son histoire. Moi, la dernière génération que j'ai connue, c'était Adrien Pujol et Sabri Alouani, deux rasés complètement différents à leur manière, mais qui arrivaient à transmettre quelque chose de différent de tous les autres rasoteurs. Et je pense que même la scène Outarka, et ce genre de rasé où on arrive vraiment à ressentir cette tauromachie en 3 temps. Mais pour aller dans ton sens, moi je le vois comme ça, il y a toujours une notion de pouvoir. Chez les Espagnols, ils en parlent beaucoup. Mais la façon dont tu vas te présenter au taureau, il va avoir une réaction différente d'un raseteur qui est un peu moins sûr que lui ou qui est un peu moins... Ouais. Les grands raseteurs dont tu en fais partie, et le taureau, il semble plus employé quand c'est toi, parce que c'est la façon dont tout ce que tu expliques, hein, et cette façon-là, et puis même le sentiment que tu y mets. On parle de taureaux compliqués comme Garland et Mignon, Mhm. ou on peut même parler de Pourpier, qui à ton époque était un taureau très difficile. Est arrivé un taureau comme Jupiter, je sais que tu l'aimes beaucoup, qui paraissait facile pour certains quand on en discutait avec d'autres, mais toi, tu m'as toujours dit que non, il était plus que vraiment pas facile Jupiter, donc ça fait vraiment quand même deux taureaux différents. Mais toi, dans ton ressenti, c'est comment? Mon ressenti, si je démarre, je ne veux plus m'arrêter, hein. Mais, euh, mais, mais mon ressenti, il est différent parce que les taureaux sont différents. Et en course camarguaise, comme je te disais tout à l'heure, il y a la génération de mon petit frère aujourd'hui et la mienne aussi, parce que j'en fais partie. Mais j'ai eu la chance d'en connaître une autre. Et je pense que l'histoire en a eu d'autres. Mais en course camarguaise, c'est vrai que ça s'est un peu perdu dans les années 2000. Mais le taureau, je pense, est un culte. Et en course camarguaise, on s'est perdu un peu dans le sport, où on a oublié un peu les valeurs taurines. Je pense qu'en tauromachie espagnole, elles sont restées. C'est la bravoure, Mhm. le cœur. Et après, je pense que tout le monde... le physique d'un taureau va être très très important et puis pas que le physique, c'est la façon de s'employer en tout cas dans une charge. Et en course camarguaise, c'est un peu pareil en course camarguaise dans le sens où un taureau comme Jupiter, c'était un taureau qui venait avec tout. Et un taureau qui vient avec tout, il peut pas être à 100% tout le temps. C'est comme moi, des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais on ne peut pas donner de sa personnalité, de son âme et de son émotion. On ne peut pas être à 100% à toutes les courses et toute l'année, c'est impossible. Et pour les taureaux, je pense que c'est la même chose parce que ça reste des êtres vivants. Et un taureau comme Jupiter, c'est un taureau qui venait avec tout. Je pense que les gens ne se sont pas trompés au change parce que même si certains rasoteurs pouvaient le rasoter facilement, c'était un taureau qui remplissait les arènes. Et c'était un taureau, s'il remplissait les arènes, je pense qu'il dégageait quelque chose de différent. Et quelque chose de différent, c'est un peu comme un olé à la corrida, c'est une émotion qu'on ressent à l'intérieur et qui s'explique pas. Et pour moi, elle s'explique. C'est une charge profonde et sincère et une charge qui va loin. Et les jours où on a pu le rencontrer, avoir la chance moi j'ai pu l'avoir plusieurs fois, il y a des quarts d'heure qui me restent dans la tête, comme au Gros du Roi, une fois au Trophée de la Mer. Le taureau, c'était un diable. Moi, j'ai l'impression de pas voir la sortie du taureau et elle était pareille pour tout le monde. Et après, ça a pu être un taureau qui a pu faire des quarts d'heure avec tout, mais avec un peu plus de fatigue, ce qui est normal. Et le taureau, ça a pu le coûter. Mais je pense que le grand taureau, comme le grand raseteur, c'est une personnalité très fragile parce qu'il va faire quelque chose. Et en tout cas, il va faire ce qu'il va faire avec tout, avec le cœur. Et je pense que quand on arrive à les laisser arriver à maturité
et accepter en tout cas les jours où ils ne peuvent pas venir avec toute leur puissance. On peut arriver à toucher des moments qui fascinent, des moments grands et des moments qu'on aime en tauromachie. Ouais, du moment où il y a du sentiment et de la transmission, parce que c'est ça qui fait et je pense que tu recherches dans ta tauromachie et dans les taureaux que tu vas affronter. Ouais, c'est ça. Des taureaux qui viennent avec sincérité, hein. Je vais pas vous cacher que j'ai raseté Corail cette année à Mogyo. Donc, quand je suis arrivé, le taureau il m'a mis direct dans le grand bain. Moi, je suis toujours entraîné, j'ai quand même très, je vois tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc même à l'autre bout du monde, je suis les taureaux, je regarde, je suis toujours dans le détail. Puis, taureau, c'est quelque chose qui m'obsède, donc je suis au quotidien à 100%. Mais Corail, ce jour-là, en tout cas, le niveau qu'a pu atteindre ce taureau, c'est un taureau qui me pose problème. En tout cas, c'est pas des problèmes qui me cauchemardent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'illusions. Et aujourd'hui, je me dis, en tout cas, la prochaine course, le 24 mai au Gros du Roi, je vais peut-être pas endormir la nuit et le lendemain, ça va être une rencontre, quoi. Ou comme aussi un tas d'autres taureaux qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir, comme le taureau de Soma de Castella, d'autres taureaux, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tas de taureaux, un tas de grands taureaux, comme Bohémien aussi, de Rouquette. Mais c'est vrai que Corail, en particulier, là, c'est un taureau, c'est le taureau du moment et c'est un taureau différent. C'est un taureau différent, c'est un taureau qui vient avec tout. C'est un taureau, je pense, qu'on va pouvoir voir aussi très fragile parce que c'est un taureau sincère. Mais en tout cas, on a la chance de vivre une période avec des grands taureaux, avec un grand taureau et avec des grands taureaux. Et je pense qu'on va avoir des années avec des rasés et des de vrais bons moments, mais des taureaux pleins d'émotions. Le niveau moyen, je le trouve très bon. Le niveau général, c'est un très bon niveau de taureau. Après, en face, il y a des hommes quand même qui sont beaucoup plus entraînés, beaucoup plus forts aussi. Donc, il faut que les taureaux arrivent à s'adapter à cela. Mais je pense que sur ça, on est d'accord. On va parler de quelque chose qui alimente ta vie, de la cocarde d'or un peu plus en détail. On l'avait bien compris tout à l'heure ce que tu nous expliquais. La première que tu avais voulu faire, malheureusement annulée, c'était pas arrivé, la pluie, et ça avait été quand même quelque chose de dramatique. Et ensuite, ben, tu l'as beaucoup gagné. Là, tu es aux portes on est autour du record de celui qui l'a installé, Christian Chaumel. Comment tu l'appréhendes ça, cette façon de la question palmarès? Après, on parlera un peu plus de taureau en profondeur. Alors, c'est quelque chose qui t'impacte ou le palmarès? Ouais. Ben, c'est quelque chose qui me posait problème. Parce que pour moi, le palmarès, c'est pas important. Ça n'a jamais été très important pour moi. Mais je me rends compte que voilà, les trophées en eux-mêmes, comme la cocarde d'or en particulier, ça m'a permis à trouver des choses dans ma personnalité, dans mon rasé, que j'aurais peut-être pas trouvé sans me mettre dans la compétition. Outre la course camarguaise, dans un match de foot, je suis très compétiteur dans tout ce que je vais pouvoir faire parce que je pense que c'est de nature humaine. Et bon, la cocarde d'or, c'est différent parce que la cocarde d'or, c'est la première course camarguaise que j'ai pu voir étant enfant. C'est pour moi, c'est un amphithéâtre. J'aime l'histoire, j'aime ma ville, j'aime Arles. Et c'est vrai que pour moi, c'était un rêve. Déjà, ma première cocarde d'or, c'était un rêve. Et à chaque fois que je peux remettre un pied dans ces arènes, c'est quelque chose qui me prend. Après, je pourrais te parler en tout cas de toutes mes cocardes d'or. Elles ont toutes un goût différent, un goût particulier. Je pense que le palmarès, il est là, mais c'est pas le palmarès qui fait l'homme. Je connais des très grands rasoteurs et qui n'auront pas peut-être le même palmarès que moi. Et je pense que c'est pas le palmarès qui fait le rasoteur, mais ce qu'il a à l'intérieur.
pour en tout cas gagner beaucoup de cocardes d'or, faut avoir beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis passé à travers des moments où je pense avoir une bonne étoile en tout cas et j'en suis très heureux et j'espère continuer à avoir des moments comme ça et voilà, hein. Il y a moi, une image elle mente pas, mais ça a toujours été, on en a eu parlé, mais j'aimerais que tu le racontes quand même. La fois de Jivago, il te faut lever ce gland pour gagner, parce que c'est ça qui va faire basculer la victoire ce jour-là. Il y a une grosse séquence où tu es en bagarre avec lui sous les pattes, tout le monde essaye de te l'enlever, puis tu te relèves et tu as ton pantalon dans les mains à peu près qui tient, on ne sait pas comment. Dans ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre le moment où, quand tu te relèves, tu prends ton pantalon, tu pars. En plus, il faut mettre en embrassant, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est pas à ta main, c'est pas évident. Tout ça, là, tu en as quel souvenir, toi, de ça? Ouais. Quel souvenir, c'était surtout les moments dans la course. J'étais dans ma course. C'était des moments impactants parce que déjà, cette cocarde d'or de 2016, je me souviens. Bon, je vais pas faire le râleur, mais elle n'est pas droitière. Il y a deux taureaux qui sortent et c'était les deux taureaux qui allaient départager en tout cas la première place. Et il y a le taureau Vison de Cuillet. C'est un taureau que je connaissais, hein, qui prend pas un rasé à droite normalement, qui quitte le raseteur. Il avait fait que courir en plus. Ouais, il avait fait que courir. Et je savais que c'était un taureau à deux rasés à droite et qu'il fallait pas manquer. Et je manque ces deux rasés. C'est-à-dire que le taureau, j'étais au milieu, j'attendais qu'il vienne vers moi et je mettais ma main comme je pouvais la mettre et deux fois le gland claque. Donc ce taureau me fait perdre de l'avance parce qu'à gauche, du coup, tout se lève. Et Zekraoui prend de l'avance avec Maxime Favier. Et il sort Jivago. Et Jivago qui est complètement gaucher. Il prend pas un rasé à droite, qui est un Blatcher. Un Blatcher, tu peux le savoir, hein, c'est pas des taureaux. C'est des taureaux avec beaucoup d'agressivité. Des taureaux. C'est un gros taureau, il est grand. C'est hein, ça, imposant, qui finit à la barrière. Et à droite, c'est vrai que quand tu plonges dans ses cornes, tu sais que tu peux te faire accompagner. Il y a des manières de mettre sa main à la barrière. Il y a le coup de corne de Jacques Siméon où il met sa main à la barrière à Vidocq de Laurent et où le taureau le ramène et lui perce la fémorale. Et tu as ces images dans la tête à la cocarde d'or, que tu le veuilles ou non. Tu as un tas d'images qui te revient. Et Jivago, c'est un taureau pas facile et qui vient pas à droite. Et bon. Là, je pense que je cherchais la solution et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se décollait, il me laissait une demi-seconde passer à sa tête et pouvoir mettre ma main pour essayer de cueillir la tribu. Et j'y plonge deux fois dedans, ça marche. Je crois que je fais ou la coupe de la cocarde, un truc comme ça. Favier fait la cocarde et là, je vois le taureau qui tourne, qui vire et je le vois moi je le vois facile et je me dis là c'est le moment et j'y plonge dans la tête et au moment où j'y plonge dans la tête en fait j'avais pas réalisé que j'avais pas la sortie, le taureau se cabre, il me met la corne bref il me fait tomber à baroulade par terre, je m'en sors tant bien que mal et quand je me relève je ramasse mon pantalon et j'ai la chance de ne pas avoir de coup de corne. Par la suite, j'ai eu les côtes cassées et un petit coup de corne, mais rien de grave et ça m'a pas empêché de continuer. Mais sur le coup, même en te relevant, tu n'as pas le truc de te dire je suis blessé. Non, je pense que je suis dans. Tu es dans le truc, tu te dis bon, il faut que j'aille le lever. Faut que je lui. Ouais, c'est ça. Après, des fois, le fait de se transcender, on a des. Je pense. Oui, l'adrénaline et tout. L'adrénaline et plein d'émotions qui nous permettent de pouvoir se surpasser. Et là, ça m'a permis de me surpasser. Et je le rasais, je lui plonge dedans, j'arrive à faire le gland. Et bon, j'ai la chance, c'est le gland qui me fait en tout cas gagner ma première cocarde d'or. Et c'est vrai qu'après ça, ça a continué. Parce qu'il y a eu plein de petits moments comme ça où c'est chaud quand même. Il y a eu une année avec Marie Péo, par exemple, c'était le premier. Ouais. Beaucoup, même avec Quintus Duron, on a traversé la piste en long, en large, en travers. Le rasé de Canberra, c'est un grand taureau, grosse tête. Il fallait lever, c'est la ficelle que tu lèves là. Ouais, c'est ça.
tu le rasais, tu vois quand même que ça va être chaud ou tu... Ben, je savais que lui passer la tête, c'était pas évident. C'était un taureau qui voyait pas, qui voyait pas. En fait, quand on arrivait à sa rencontre, quand on était à sa rencontre, après, il nous perdait de vue. Le taureau, il voyait que d'un œil. Et donc, plus facile à gauche, encore une fois. Et à droite, il était vraiment pas évident. Et il y avait que ça pour en tout cas prendre de l'avance et la gagner. Et c'est vrai que ben, il y a des moments, je pense que dans une carrière de raseteur, ben, il y a la technique et il y a des moments où il faut savoir jeter la pièce en l'air. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, à la cocarde d'or, j'ai su le faire. En tout cas, j'ai eu la force de le faire. Et je suis très fier de ça. Et comme je vous dis, après, je pense que ça tient aussi beaucoup au miracle parfois, à la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'en suis reconnaissant. De toutes tes victoires, la plus belle, c'est laquelle? Si Euh, tu devais en garder qu'une? la plus belle? Ouais. Bah, toutes. Je pense que toutes, elles ont leur goût et toutes, à chaque moment dans ma vie, elles ont quelque chose de différent. Mais la plus belle, c'est celle de 2017 où je pense que bon, la cocarde d'or, on le sait, hein, ils se forment des équipes Mm. et à ce moment-là, c'est une année où il y a beaucoup de nouveaux rasoteurs qui montent au Trophée des As. Et je me souviens qu'il y avait un tas d'équipes. Moi, j'étais seul et j'ai toujours été seul à la cocarde d'or. Il y a eu deux, trois rasoteurs qui ont pu m'aider, mais je pense que c'est un combat avec soi-même parce que les rubans sur les cornes, on les lève seul. Et ce cocarde d'or le prouve parce que Colvert, ce jour-là, c'est un taureau, c'est un taureau de cocarde d'or. Et je me souviens que ce taureau, pareil, c'est un taureau pas facile à droite. Et quand je me souviens de répéter mes gammes, répéter le rasé, et en fait, c'est plus que répéter des gammes parce que, par exemple, au rasoteur, souvent on leur dit, les jeunes, il faut plonger dans le taureau, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense que ça, après, ça vient de notre instinct. Et ce jour-là, j'arrive à avoir l'instinct parfait pour lever ce gland à ce moment-là. Et franchement, quand je saute et que je lève mon bras comme ça, c'est pour moi ma victoire. Ma victoire, c'est ça. C'est accompli. C'est ça, c'est ça. Ma victoire, c'était ça. Et Bon, on ne te demande pas si tu souhaites la gagner cette année. On connaît déjà on a déjà la réponse. ouais, toujours la même illusion et toujours la même envie d'y aller avec tout. Après, bon, je sais, j'ai la conscience que j'ai aussi beaucoup de concurrents, beaucoup de très bons concurrents. Et bon, que le meilleur gagne, parce que c'est le meilleur qui doit gagner. C'est pas, c'est pas le rasoteur, c'est pas le tricheur qui doit gagner. C'est une course pleine de vérité à la cocarde d'or. Donc que le meilleur gagne. Et j'espère en tout cas qu'on vivra un grand moment encore. Saison dernière, gagner le trophée des As, c'est pas quelque chose qui t'arrive souvent. Je sais pas si on peut dire que tu es un raseteur de trophée des As ou enfin, du trophée des As, oui, mais de vouloir gagner ce trophée tout le temps. La saison dernière, on s'est vu après la cocarde d'or que tu avais perdu. Et tu nous avais dit, c'était Charles qui avait fait l'interview, tu lui avais dit non mais de toute façon je vais tout faire pour gagner le trophée des As. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quelque chose que pas que tu t'imposes, mais tu le fais au feeling ça pour la victoire du trophée des As ou c'est pas quelque chose qui t'anime vraiment? Non, je pense que je suis humain et que j'ai des émotions comme tout le monde. Et je me souviens dans la saison, déjà je perds la cocarde d'or et une nouvelle génération de raseteurs pas gentils. Et je pense un tas de choses. Il y avait aussi des conflits aussi avec la manade Somade. Et il y avait un mauvais engouement pour ce Une Camarguez. ambiance pas terrible. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est toute cette ambiance qui m'attristait un peu à l'intérieur de moi et me disait que c'était pas normal de laisser grandir ça, en tout cas en course Camarguez. Et je me suis dit, je me dois de gagner le trophée des As, en tout cas pour ça. Parce que c'est vrai que non dans le journal et sur un trophée, ça donne beaucoup d'importance au public et à un tas de gens. Mais comme j'ai pu te dire, hein, pour moi, c'est pas un trophée qui fait l'homme ou le raseteur. Jean-Marc Tognetti et un tas d'autres raseteurs, Adrien Pujol, je pourrais t'en citer un tas de raseteurs qui n'ont pas un tas de trophées hein, et qui ont en tout cas déplacé les foules et qui ont véhiculé quelque chose de positif
au public. Et moi, je suis pas un fervent partisan, en tout cas, du Trophée des As pour une raison, c'est pour le taureau. Parce que pour moi, la course camarguaise, c'est une tauromachie. Une tauromachie où, en tout cas, petit, moi, je venais en tant que passionné et j'avais envie de voir cette charge émotionnante, un peu comme le rasé de Aurias, Chaumel. Et, et je pense que n'importe quel bon artisan en course camarguaise et bon aficionado vous parlera toujours de l'époque et de ces grands rasés. Et je pense comme un bon passionné, c'est ça que je recherche. Je recherche ce taureau, je recherche ce rasé. Et le rasé, sans oublier l'essence même du rasé, qui est lever la cocarde, le gland ou la ficelle, qui est l'essence même de la course camarguaise, mais fait avec du respect pour le taureau et fait avec de la vérité. Et pour aussi du respect pour le taureau, mais pour mes confrères aussi autour de moi. Donc, bon, la compétition existe, hein, mais la compétition doit rester saine, doit rester dans les normes et on doit, je pense, se faire un combat avec soi-même et pas un combat avec l'homme qu'on a avec nous-mêmes. C'est ça, quelque chose. C'est ça, qu'on arrive à se surpasser. Je pense que moi, je peux réaliser des grandes courses, mais les 3 autres rasoteurs comme Kachif, qui est un grand concurrent avec moi et qui arrive à se surpasser et qui peut faire sa grande course aussi le même jour. Je pense que on est là, on est ensemble et on est là pour faire grandir la course camarguaise ensemble. Voilà. Donc tu as fait ta saison dans ce sens-là, après juillet. Est-ce que tu as des grands moments qui te reviennent de la saison dernière, des grands rasés ou un grand quart d'heure, quelque chose qui t'a marqué sur ta saison dernière? Ouais, un tas de rasés. Après, c'est un tas de détails. L'an dernier, en fait, pour tout te dire, c'est surtout. Bon, il y a au Gros du Roi où j'ai eu un tas de rencontres déjà avec Corail. Avec Corail en début d'année qui m'a posé beaucoup de problèmes. C'est un taureau qui me pose beaucoup de problèmes parce que c'est un taureau où au plus, en fait, je vais y donner un rasé sincère, au plus le taureau va me poser problème. Et ensuite, le taureau de Rouquette, bohémien, le Bio d'or en Chitre, qui avait ses jours avec et ses jours sans. Et bon, avec qui j'ai pu arriver à créer quelque chose, à créer une alchimie. Ensuite, j'ai eu les compétitions. Et plein de petits rasés. On a fini la saison avec la finale je schématisais avec la finale du Trophée des As. Ouais. Comme tu l'as dit, il y avait un petit différent avec la manade Somade, donc tu as pu raseter Vicaire. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas rencontrés. Ça a été, pas malgré toi, parce que ça a été fait comme ça, l'une des images de la saison où tu as jeté ton crochet en l'air et il t'a anticipé assez fortement. Ça faisait un moment que tu n'avais pas recroisé Vicaire. Justement, tu en as pensé quoi, toi, du taureau qui est un bon taureau, hein. Il a fini deuxième pour l'élection du Bio d'or, mais ça fait partie des grands taureaux du moment. Ton appréhension, elle était comment? Mon appréhension, j'en avais pas. Parce que, comme je te dis, c'est surtout quand tu arrives dans ces grands moments, dans ces grandes courses comme la finale des As, c'est des moments déjà où je rêve d'y être. J'ai toujours rêvé d'y être et je suis heureux d'y être. Et si j'y vais, c'est que j'en ai envie. Parce que je t'assure que le jour où j'ai pas envie de rasoter, où ça m'est arrivé, je me sens pas parce qu'à l'intérieur, c'est dangereux les taureaux. Un taureau te lève la vie et je me retire. Et je me retire, ça m'est arrivé de le faire. Et si ça doit réarriver, ça réarrivera. Et Vicaire, ce jour-là, c'était vraiment un plaisir de le rasoter. C'était un plaisir de retrouver parce que c'est un grand taureau. C'est un taureau avec beaucoup de charisme. C'est un taureau important, un taureau qui coupe le terrain à sa manière. Et ce jour-là, il y a la course. Déjà, on se retrouve avec bon nombre de rasoteurs qui n'ont pas envie que la course se passe avec classe, avec respect du taureau. Donc, c'est une bonne bourre avec tous les taureaux. Et il y a Vicaire qui sort. C'est un taureau que j'apprécie beaucoup, à rasoter. C'est un taureau qu'on apprécie beaucoup parce que c'est un taureau sincère. Oui, il est franc. Et ensuite, ouais, c'est ça. Et bon, là, tourne, vire, il y a le public, les gens sont venus. Et puis, même moi, je suis là, c'est un grand taureau, un grand moment aux arènes d'Arles. Et je me dis, allez, on fait un rasé. Et je pars dans le rasé, le taureau se met dans la longueur.
Et bon, je fais mon rasé et quand je saute, c'est vrai que je lève la main. Et bon, derrière, ça lance de rasé de Marignan, de rasé d'un peu tout le monde. Et je pense que le taureau fait un bon quart d'heure et ça marque un moment de la finale. La saison qui arrive est importante, tu l'as dit, elle a commencé très bien avec ce qui s'est passé à Moggio et on aura compris la difficulté que t'impose Corail pour le moment. On a eu la chance alors dans l'hiver, toi tu n'étais pas là, tu étais au Mexique, parce que tu te préparais un peu pour ta nouvelle, pas ta nouvelle activité, mais une de tes activités, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc il y a eu des tractations pendant l'hiver, on a su que tu allais revenir à Nîmes, on a su que tu allais revenir à Lunel, que tu allais raseter les taureaux de Somade aussi. Justement, ton retour à Nîmes, il y a bientôt la feria qui va attaquer le 21 mai avec un grand plateau. Tu vas pouvoir retrouver Lucifer, je sais que c'est un taureau que tu apprécies, et aussi Castella. Comment, vu que tu n'étais pas là, c'est pas toi qui gères enfin, tu as un regard bien sûr, mais c'est pas toi qui gères ton calendrier au quotidien. Quelle était la volonté pour revenir justement à Nîmes et on parlera de Lunel après. Euh, Alors, pour tout te dire, je gère mon calendrier. Je le gère de A à Z. Je sais les taureaux qui va y avoir aux courses. Seulement, c'est vrai que c'est frustrant et bon, c'est vrai que je me suis lancé dans une autre activité qui est la tauromachie espagnole et qui me demande beaucoup d'énergie. Et puis même pour les courses, j'aime avoir la tête tranquille, de ne pas rentrer en discussion avec un tas de personnes parce que je pense que tu rentres dans des automatiquement dans des moi je suis quelqu'un de sincère, c'est-à-dire que je vais parler et j'aime que c'est délicat en tout cas pour moi de prendre le temps de discuter, de dire on fait ci, on fait ça. J'ai envie d'aller voir quelqu'un, je dis on se tape dans la main, on fait ça comme ça et allez on avance. Et c'est vrai que les discussions se passent pas souvent comme ça, donc j'ai la chance d'avoir Vincent Ribera, Vincent qui gère mon calendrier de très bonne manière et j'en suis content et qui a du coup qui est en train de discussion avec Adrien, Adrien qui gère les arènes de Nîmes et de Lunel. C'était pas évident avant parce que je pense que on avait des des façons de penser différentes et la volonté n'était pas de me prendre, je pense, pour les arènes. On n'arrivait pas à trouver un accord et aujourd'hui il est là et honnêtement je suis très heureux. Je pense que voilà toutes ces histoires de bistrot doivent rester dans les bistrots. Moi je suis là pour azoter, pour comme je t'ai dit vivre ma passion et il faut vraiment que j'arrive à chaque fois à faire la part des choses et arriver à vraiment mettre de côté toutes ces histoires de bistrot parce que c'est des trucs qui me gangrènent de l'intérieur. Et quand j'étais au Mexique, je gérais. Je pense que Vincent connaît ma personnalité et arrive à me gérer de la meilleure des manières. On arrive à rader les taureaux, à parler aussi des invitations. On a réussi à trouver, je pense, des accords et des accords qui nous conviennent à tous et pour le plaisir de tout le monde, que ce soit moi, l'organisation ou même le public. Je pense que c'est une satisfaction pour tout le monde et il faut rester sur ça et aller de l'avant. J'espère en tout cas être à la hauteur de ces arènes parce que c'est des arènes importantes. Ça sera la feria. On aura beaucoup de monde. On aura des taureaux les meilleurs, pas les meilleurs parce qu'il y en a beaucoup de meilleurs taureaux, mais en tout cas une très belle affiche, une affiche qui marquera l'année et j'espère être à la hauteur en tout cas de l'événement. Je sais que tu aimes les arènes de Nîmes. Ça a été l'arène où tu as gagné ton premier trophée des As, c'est sûr quand même quelque chose qui marque, je pense. Il y a eu, tu as fait partie des premières courses des jeudis de Nîmes, où tu avais d'ailleurs, où il y avait eu la Royale de la Manade Somade, où on avait découvert ce jour-là ces futurs taureaux-là. Tu vas y retrouver Castella, dont tu as une particularité, c'est que de temps en temps, tu pars sans tourneur avec ce taureau-là. C'est quoi la démarche justement de... Je sais que c'est pas pour que tu le respectes beaucoup, parce que certains le prennent comme un manque de respect pour le taureau, alors que pas du tout. C'est quelque chose, il n'y a pas plus sincère en vrai que de partir face à un taureau sans son tourneur devant, non? Mais tu vois, tu me parles de ça et moi j'en profite pour en parler de ça. Je pense qu'en course camarguaise, on se trompe. On se trompe sur un tas de choses. On se trompe sur un tas de choses dans le sens où
Euh, on juge un taureau sur la manière dont il va mettre en difficulté les hommes. Je pense que chaque taureau a une manière d'être raseté. Personne n'est invincible, que ce soit les taureaux et les raseteurs, on est des êtres vivants. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est une tauromachie. Une tauromachie où nous, en tout cas, on n'est pas plus fort que des taureaux. On se sert de leur charge, en tout cas, pour arriver ben, à vivre des moments, parce que c'est des moments d'émotion, des moments qui nous transportent dans nos vies aussi. Moi, le taureau, ça m'a éduqué, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et pour te parler d'un taureau comme Castella, partir sans tourneur, c'est pas une manière de lui manquer de respect. C'est une manière, en tout cas, d'arriver de la meilleure des façons à la tête, à sa rencontre et à y tirer la meilleure de ses charges pour pouvoir bien poser ma main, pour pouvoir rester au contact, à son contact le plus longtemps possible. Et, et bon, arriver à me faire accompagner, je le calcule pas. Je pense que ça se fait, c'est le taureau ça qui le donne et qui le donne de la manière dont il a envie de le donner. Mais en tout cas, moi, je fais tout aussi pour qu'il le donne de la meilleure des manières. Et Castella, qui est un taureau très sincère, un taureau qui vient toujours avec tout. Il n'a pas eu la chance de rencontrer un gaucher. Il y a eu quelques raseteurs qui ont pu l'affronter, mais on n'a pas eu le raseteur qui a eu la volonté, la volonté si, mais le courage en tout cas de surpasser ses, ses peurs et d'arriver à trouver une alchimie avec le taureau. Mais en tout cas, moi à droite, c'est vrai que c'est un taureau avec qui j'ai toujours partagé des super moments dans l'arène et là, je suis très heureux de le retrouver. C'est vrai que ça fait des années que je l'ai pas raseté. Un taureau évolue, un taureau prend en maturité. Lui, je pense que c'est un taureau qui a pris en maturité, j'en suis certain, mais c'est un taureau qui reste avec sa sincérité et j'espère arriver à distiller en tout cas les meilleurs rasés que je pourrais donner ce jour-là. Il y aura Lucifer aussi ce jour-là, avec qui vous êtes bien entendu pour la. Je dis vous êtes bien entendu, même s'il n'y a pas d'entente Ouais. véritable, mais à la finale des As à Arles, ça a été quelque chose de concret. Ça a été une des grandes courses du taureau, mais avec quand même une appréhension. Tu disais que tu avais beaucoup que tu aimais beaucoup raseter ce genre de taureau-là parce qu'il était, il est technique, certes, mais il est sincère aussi dans la façon de combattre. Ouais, c'est un taureau qui est, je pense, quand on arrive à l'intéresser, c'est un taureau qui donne beaucoup de cœur. Et après, c'est un taureau très impressionnant avec des très grandes cornes, un taureau imposant, un taureau très gros. Et c'est un taureau qui vient te raccompagner avec deux sabres à la place des cornes. Et c'est vrai que ça fait douter pas mal de raseteurs. Après, je pense que le défaut de ce taureau, c'est aussi ses qualités parce que c'est ce qui fait aussi fait reculer certains raseteurs. C'est un taureau très froid, un taureau très lunatique. C'est-à-dire j'ai rencontré ce taureau parfois une fois au Gros du Roi. Le taureau n'était pas du tout intéressé par les raseteurs. S'il n'a pas beaucoup de pression, il C'est se ça, laisse faire de le ça. taureau, il était avec les gens dans les gradins, avec un coup les raseteurs, un coup avec tout le monde. Et j'ai pu le rencontrer avec les raseteurs à fond, à Arles. Et le taureau a pu donner un quart d'heure plein d'émotion, hein. C'est un taureau en plus imposant, donc c'est un taureau qui donne rapidement quelque chose. Ça fait quelque chose, alors vu que on a compris que tu aimes la tauromachie espagnole, ça fait quelque chose d'ouvrir la feria parce que c'est la course qui ouvre la feria, elle ouvre le cycle de la feria de Pentecôte. Ça te procure quoi comme émotion tu vois l'importance qu'il y a quand même autour de ça? Je vois qu'il y a de l'amélioration depuis mes premières années quand j'ai commencé à raseter. C'est vrai que on ne donnait pas d'importance aux raseteurs, alors qu'il y avait des très grands raseteurs à cette époque-là. Et puis aux affiches qu'on pouvait donner, quoi. C'était allô, ça va, je te prends un taureau. Apparemment, il a été bon sur le journal et je le mets. Alors que Nîmes, non, on doit en tout cas donner une identité à la course camarguaise. On se doit une obligation de moyens et aujourd'hui c'est vrai que elle est remplie de bonne manière, hein, la preuve à l'affiche et puis les raseteurs sont mieux traités. Après j'espère on peut toujours mieux faire, mais bon je pense que elle est sur la bonne pente et j'espère que ça continuera à évoluer parce que elle est une identité pour beaucoup d'arènes
et on en a besoin. On a besoin de ces arènes, on a besoin de cette identité-là, on a besoin de s'identifier à des idoles, à Rasoteur ou Taureau pour pouvoir s'inspirer. En tout cas, moi, j'ai pu avoir la chance de pouvoir m'inspirer sur un tas de grands Rasoteurs, sur un tas de grands taureaux et je pense que ces arènes se doivent de le faire et aujourd'hui j'ai l'impression et en tout cas le sentiment qu'elles le font et ben, j'en suis fier parce que ben, je fais partie de ces Rasoteurs là aujourd'hui et j'en suis heureux parce que c'est quelque chose qui me rend heureux. Bon, mais très bien. Dans la lignée de Nîmes, il y a un grand retour qui se fait aussi. Ça sera dans le même week-end. On va te revoir à Lunel. C'est pas quelque chose de fréquent. Ça fait un moment qu'on ne t'avons pas vu. Là aussi, la démarche, elle est de rajouter dans une des arènes mythiques quand même du circuit. Ouais. Eh ben, c'est vrai, hein, ben, Lunel, ça fait des années où je n'étais pas retourné dans ces arènes. Hein. C'est une très grande arène, une arène pleine d'histoire. Et bon, je la prendrai de la même manière que je prends toutes mes courses. C'est à fond avec les moyens que je pourrais donner. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive parce que c'est une arène que j'aime beaucoup. J'ai eu ma petite histoire avec ces arènes et j'espère pouvoir en créer une et pouvoir arriver à créer quelque chose de différent, créer quelque chose pas de différent, mais qui est moi et avec les taureaux que j'aime, avec les courses que j'aime et voilà. Donc là, pour l'instant, ce qu'il y avait de prévu, c'était pour le souvenir Castro. Ça a du sens en plus, que c'est Ouais. un des grands rasoteurs. On espère qu'on pourra te voir peut-être plus tard, au mois de juillet Ouais, ou ouais. même en novembre. Hein. Ça sera pour le Castro, Pesca Lune. ouais. Ça serait super de te voir là-bas. Ouais, surtout pour le Castro. Le Castro, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que déjà, Patrick Castro, ça a été une légende en course camarguaise. Et j'étais là très jeune, j'avais séché les cours et j'avais participé à son enterrement. On m'avait dit de m'habiller en blanc et du coup de participer à, à son hommage en portant son cercueil. Et bon, j'ai toujours eu, c'était quelqu'un que j'admirais par sa personnalité forte et la manière dont il rasotait. Euh, donc pour moi, oui, c'est vrai que son souvenir, c'est quelque chose déjà qui me touche moi à l'intérieur. Et j'espère être à la hauteur de cette légende et que je serai en pleine forme, en pleine position de mes moyens pour donner le meilleur de moi-même. C'est une saison donc, qui s'annonce quand même forte parce que tu reviens dans des arènes où tu n'étais plus, Ouais. avec quand même une joie, une ambition qui est marquée. Tu, tu as une façon de mener quand même ta carrière qui est différente du discours que nous entendons, parce que souvent, là, toi, vraiment, l'expression course après course, elle a son sens, parce que tu le dis toujours, on ne sait pas si on va rentrer ou non à la maison. Ça, c'est quelque chose C'est vrai. que tu m'as dit souvent. Ouais, c'est vrai. Ça te gêne pas de le penser comme ça, ou justement, ça t'aide en fait à avancer? Ben, non, au contraire, ça me donne plus de vie. Ça me permet de donner plus d'importance aussi à chaque événement. Et puis, pour tout te dire, le taureau, je peux pas l'expliquer. Hein. Tu vas me prendre pour un fou de te le dire comme ça, mais encore aujourd'hui, j'ai la chance tu vois, quand j'étais au Mexique, je sais pas, peut-être la musique de la peña, d'être avec les taureaux, cette ambiance, je sais pas, c'est une odeur qui s'explique pas, mais c'est quelque chose qui me fait sentir chez moi. L'odeur des taureaux, le souffle, les raseteurs qui rasettent comme ils rasettent, tout ça, c'est des choses qui me manquaient l'hiver. Et l'hiver, c'est vrai, c'est là où tout se fait. Et, et bon, j'ai hâte. Une chose, c'est d'arriver d'être dans ces arènes. Enfin, les caméras, je suis pas un professionnel devant les caméras, mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux. Mais les arènes, c'est quelque chose qui est en moi et qui, en tout cas, me motive, me donne de l'illusion, me grandit dans ma vie. Et en tout cas, j'ai l'intime conviction que c'est ma place. Il y a une transition qui se fait avec la tauromachie espagnole, parce que tu t'es mis à toréer. Ouais. La tauromachie espagnole,
tu veux que ça aboutisse à quoi en fait? L'objectif, c'est entre tout ça, si tu peux nous donner un peu ton ressenti. En espagnol, on dit sobre la marcha, c'est-à-dire sur la route. Et j'ai toujours fait ma carrière sans prévoir, avec instinct. Et honnêtement, c'est quelque chose je t'ai dit, avec un taureau, je me sens à ma place. Et la tauromachie espagnole m'a apporté beaucoup, que ce soit dans ma vie ou dans la course camarguaise aussi. Mais j'aime l'importance qu'on donne au taureau. J'aime aussi tout court, hein, cette tauromachie-là. J'arrive à ressentir les mêmes émotions que peut me transmettre le rasé. Et, euh, et honnêtement, qu'est-ce que je veux aboutir? Aboutir à quoi? Euh, j'ai des rêves, torer à Madrid, torer à Séville. On me prendrait pour un fou de dire ça, mais quand j'ai été voir la première fois une corrida dans les arènes de Madrid, ça a été pour moi, Révélation. ouais, c'est ça. Et puis je me suis dit, waouh, c'est magique. Et donc voilà, pour moi, c'est un rêve. Je sais que pareil, j'ai eu beaucoup de chance déjà en course camarguaise de pouvoir faire une carrière de raseauteur, d'être où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai la conscience aussi que ça tient au miracle de devenir torero. Il faut beaucoup de chance. Et ben, aujourd'hui, je me suis lancé dans cette aventure et je m'y lance à fond. J'ai pas la prétention de dire que je vais prendre la place ou faire des choses différentes d'eux. J'ai envie d'être moi-même. Je sais que j'ai la possibilité d'exprimer des choses dans l'arène. J'ai envie de les exprimer. J'ai envie de vivre ce rêve-là. Et si j'ai la chance de le réaliser, j'en serai heureux et on verra où la vie elle me mène. Et en tout cas, voilà, je prendrai les choses comme elles me viennent sur la route et comme la vie elle m'a donné. Et bon, pour le moment, j'ai été assez chanceux. La vie m'a donné beaucoup de belles choses et j'espère qu'elle continuera à m'en donner. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, je sais, te connaissant, que tu feras tout à 100% pour que ça aboutisse. Ça ne doit pas être forcément évident, mais on voit que tu arrives quand même à faire les deux. Il y a un choix quand même à faire où tu arrives encore à faire avec l'un et l'autre. J'y arrive. C'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile parce que euh, pour que mon physique suive, ça me demande beaucoup de. Je dois beaucoup me priver sur un tas de choses. Après, ça me dérange pas parce que je me prive pas en réalité parce que les taureaux me donnent tellement dans l'arène que ça compense tout le reste. Mais c'est pas facile parce que c'est vrai que quand je peux sortir d'une course, je me sens tout en boule parce que mon corps se protège des coups que je peux prendre, des chocs. Parce qu'une course camarguaise, quand on sort et qu'on a donné, c'est très traumatisant pour le corps. Et bon, je pense que c'est une réaction normale pour le corps. Donc d'arriver après à donner des courbes très fluides en tauromachie espagnole, c'est pas facile. Il faut aussi beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Et donc, voilà, ça me demande beaucoup pour les deux. Et bon, j'espère, c'est un challenge, hein, et j'espère pouvoir arriver à me donner des deux façons parce que c'est pas qu'un challenge, c'est aussi pour moi-même parce que la course camarguaise, je l'aime et j'aime aussi la tauromachie espagnole de la même façon. J'ai l'impression de vivre les mêmes choses avec des formes, des réglementations différentes, mais tout autour du taureau. Euh, c'est vrai qu'on peut parler de la mort en corrida et c'était quelque chose qui me dérangeait petit, mais je l'ai toujours suivi grâce à des grands hommes comme Morante, comme José Thomas, et qui ont des manières de parler du taureau et de la tauromachie de manière héroïque. Et pour moi, la mort me dérange pas parce que la mort, elle est sincère. En course camarguaise, la mort en fait partie. Pas forcément on a la forme, mais en dehors, un taureau, c'est un taureau. Un taureau, c'est un symbole, c'est un culte. C'est pas un spectacle, c'est pas un animal qu'on donne, on donne
pour juste amuser la galerie, c'est quelque chose qui donne de la vie. Je pense que toi, aujourd'hui, le taureau, à ta façon, hein, t'as donné beaucoup et je le vois, on se connaît beaucoup dans tes yeux. Le taureau parle beaucoup, le taureau parle beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes et bon, j'invite pas à changer, en tout cas, à ce que des personnes changent leur avis sur la cruauté, sur tout ça, mais je pense que dans la tauromachie espagnole, qui est la corrida, les éleveurs aiment leurs taureaux plus que ce qu'on l'entend. Après, voilà, l'animal fait à une partie. Un animal, c'est pas un humain. Je pense que demain, si tout le monde a un chien, que ton chien demain a une tare et mord ton enfant, je pense que le choix est vite fait, hein. Aujourd'hui, il y a un culte chez le taureau, un culte qu'on transmet pas assez souvent, en tout cas. C'est pas un truc qu'on présente aux touristes, c'est-à-dire que ou on le vit avec eux, ou sinon, on le vit pas. Et en France, je pense que cela fait partie de la culture, c'est un art de vivre, et aujourd'hui, on se doit de le transmettre, on se doit de le transmettre à tout le monde, parce qu'il appartient pas qu'à une minorité de personnes dans la région, on se doit d'ouvrir ça, on se doit d'arrêter de stéréotyper et de mentir sur la manière dont on élève les taureaux, la manière dont on les appréhende dans l'arène. On a pu voir un très beau film qui est un film d'Albert Serra où on peut voir et on peut avoir la chance de voir l'intimité du torero rocaray. Et on peut voir des moments très, très violents, très vulgaires, même de la part de ces banderilleros, mais c'est des moments réels, des moments sincères où on est face à la mort. Et je pense que n'importe quel être humain dans les temps qu'on vit, où Trump fait un tas de choses possibles et inimaginables, où on se dit peut-être que la guerre peut réapparaître en France ou de partout. Je pense dans ces temps-là où on peut se dire que on peut être face à la mort. Et à l'époque, je pense que la tauromachie était beaucoup plus appréciée parce qu'on avait la conscience de la vie. Et aujourd'hui, dans les temps, dans ces temps où on est encore dans cette société de consommation où on a l'impression que tout s'achète, rien ne se vit, où on est, je sais pas, dans un balcon pour certaines personnes dans la ville et même dans des villes-villages encore, où on fait pousser ces 4 fraises et on a l'impression que tout a de la vie et où on sort pas, on prend pas le temps de sortir, de découvrir ce qu'il y a autour de nous. On va prendre la route, on va prendre l'autoroute pour rouler parce qu'on a la facilité d'aller d'un endroit à un autre et où on va pas apprécier tout ce qu'il y a autour de nous. Et tout ça, moi j'ai la chance que la tauromachie me le donne, où j'ai appris en tout cas à respecter les anciens, je peux les appeler comme ça, mais les plus grands, il y a une hiérarchie qu'on doit respecter parce que pour apprendre, il fallait respecter cette hiérarchie-là et où j'aime et où j'ai été éduqué comme ça et cette hiérarchie-là, elle m'a appris à aimer la vie, à aimer un tas de choses et je pense que la tauromachie, en tout cas pour moi, elle m'a aidé et je vois qu'elle aide beaucoup de personnes autour de moi et je pense qu'on devrait un peu plus percer que de rester juste dans la forme qui est le sang, la violence et tous ces genres de choses. Mais je vois des confrères à côté de moi, raseteurs ou même toreros, avoir très peur. Et je sais que les taureaux c'est dur, les taureaux c'est très fort. On s'en rend pas sûrement compte parce que aujourd'hui on a un tas de contenu, mais les taureaux, c'est une des dernières magies pour moi qui est pas encore cultivée par cette société de consommation et je pense qu'on se doit de la transmettre, pas de la protéger parce que protéger c'est se la garder pour soi-même et je pense qu'on s'est trompé pendant des années en voulant la protéger, on lui a pas apporté ce qu'elle devait avoir et on doit la transmettre, on doit la donner, on doit pas la garder pour nous-mêmes et je pense que la tauromachie a de belles années encore devant elle et c'est que bien pour les futures générations. Merci beaucoup, Joachim. Bon, on l'aura compris. Le taureau est la vie, mais ça, on le savait déjà. On te remercie énormément. On remercie la maison Albar et l'hôtel Imperator. On espère que Joachim, quand il reviendra, peut-être en tant que taureur, reviendra y séjourner pour se préparer. En tout cas, merci beaucoup. C'était l'épisode 1 du podcast de Taureau. On arrive très bientôt
Et puis bien sûr, allez aux arènes, allez au taureau.